J'ai connu Fanon parce que le ministère de la Santé tunisien m'a nommé dans son service. J'étais assistante sociale au ministère de la Santé tunisien. Mon mari était coopérant. Et avant, j'étais dans un dispensaire dans un djebel à côté de Tunis, de Djebel Amar. Et un beau jour, on m'a convoqué, on m'a dit qu'il fallait que je parte de Djebel Amar pour que j'aille à l'hôpital Charles-Nicolle. Et par hasard, on m'a flanqué dans le service de Fanon. C'était en 58. Je ne sais plus si c'était au printemps, au début de l'été, mais c'était en 58. Ben, mes premiers contacts ont été difficiles. Parce que Fanon, évidemment, j'étais la seule française là-dedans. Il ne savait pas d'où je sortais, lui, l'hôpital lui avait flanqué quelque part. Alors, il était glacial. Hein. Et ça, c'était... Bon, et moi, ça me... Enfin, je n'étais pas à l'aise du tout. Et pendant presque 2 mois, je n'ai absolument rien fait. Il me disait bonjour le matin, et puis blanc, il me laissait là. Alors, j'essayais de trouver que faire, de faire du service social. Et dans ce service où il n'y avait pas un rond, faire de l'ergothérapie avec quoi, bon. Et puis un beau jour, il s'est ramené, j'avais un bureau en face du sien. Mais c'était pas un bureau, c'était, je dirais pas toujours la même chose, c'était un cagibi, une toute petite pièce, il n'y avait pas de porte, il y avait l'embrasure, il y avait une table et 2 chaises. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler? Non, très bourru. J'ai dit, bien sûr, bien sûr. Et alors il m'a dit, voilà, vous allez me suivre pendant la visite, avec ses internes, son assistant Lévy, ses internes Géronimi et sa femme qui est maintenant Alice Cherki. Et alors, vous noterez tout ce que je dis et tout ce que disent les malades. Alors donc, je suis partie, ça a commencé comme ça. Puis alors, petit à petit, il a commencé à appeler dans son bureau. Vous voyez, comme si son bureau était la porte d'en face, là. Et il y avait des gens de la LN aussi qui venaient dans le service. Il y en avait qui étaient des malades, mais il y en avait qui étaient venus juste pour se reposer. Hein. C'était normal, parce qu'il s'occupait aussi de... Il allait souvent à l'armée des frontières pendant le week-end. C'était un hôpital tunisien, c'était le gouvernement tunisien qui le finançait, donc il y avait essentiellement des Tunisiens. Mais il y avait aussi des Algériens, des réfugiés des frontières, des soldats de la LN, qui avaient des troubles mentaux assez légers, ou qu'on envoyait là pour qu'ils se reposent 15 jours. Tu vois. Avec l'administration de l'hôpital, je n'ai jamais entendu parler ni du directeur ni de rien, mais je pense qu'il estimait que dans le service, on manquait de rien. Et je sais qu'il avait l'oreille du ministre, qui était Ben Salah, hein, et en fait, ça marchait bien, quoi. C'était un service, attendez, c'est très important ça. Un service comme il n'en existait pas encore en France. Un centre neuropsychiatrique de jour, les malades venaient le matin et partaient le soir. C'était pas un truc fermé, comme un asile. Hein. Il y en avait, je crois, en Hollande et en Belgique, mais il n'y en avait pas encore. Et Fanon, il voulait montrer qu'après l'indépendance, on pouvait faire mieux que pendant la colonisation. Hein. C'était un truc très moderne. Il n'y a jamais eu moins de pépins, hein, parce qu'il y avait des malades graves aussi. Hein. Dans le service, moi j'étais, comment se dire, je connaissais pas tout le monde, mais je voyais les journaux. Donc il y avait Crime Belgacem, il y avait Nakache, il y avait j'ai oublié son nom, celui qui a fait l'hymne algérien, il y avait Siazdine à un moment donné, il y avait Omar Oussedik, ça je l'ai connu mieux plus tard, et puis un autre qui s'appelait Sissadek, je crois qu'il était commandant d'une wilaya, qui se trouvait là, et puis il recevait des gens que je ne connais pas. Je n'allais pas lui demander moi qui recevait, hein, tu parles bien. Je savais que on terminait dans le service vers 4-5 heures. Et souvent, l'après-midi, il me dictait carrément les articles pour Moudjahid. Hein. Et après, il allait au Moudjahid. Alors, je savais qu'il avait une activité, il me le disait, il ne le cachait pas. Je crois qu'il y avait Yazid, Boumengel. Bon, mais tout ça, j'en entendais parler aussi par d'autres amis algériens qu'on avait. Mais lui-même, bon, il ne le cachait pas. Il est content, ça y est, c'est paru. Il prend le livre comme ça, puis il dit, voilà, on le pose sur la table. Alors, oui, Sartre et Beauvoir,
Alors, mais j'ai peut-être des faux souvenirs, mais vraiment, il me semble que non. C'était en 60, il me semble. Il se plaignait, il avait donc la leucémie, vous le savez. Il avait mal dans le dos. Mais il disait que c'était peut-être des rhumatismes. Alors il voulait aller faire une cure, je ne sais où en Italie, et en même temps il verrait Sartre Beauvoir. Mais on peut retrouver ça aussi dans les mémoires de Simone de Beauvoir. Elle en parle. Et alors, parce qu'il disait, je paierais bien 20 dinars par jour pour parler avec Sartre. Tu vois, il avait une grande admiration pour Sartre Beauvoir. Et alors, on l'a amené, Gilbert, mon mari, Josie, sa femme, le petit Olivier et ma pomme, à El Aouina, à l'aéroport de Tunis. Il s'est envolé pour Rome. Et quand je suis revenue, moi, en septembre-octobre, il était aux États-Unis. Ah, l'écriture des damnés. Alors, quand il est revenu d'Accra, c'était entre l'automne et l'hiver, et il se sentait fatigué. Et alors, enfin voilà, Josie était partie avec lui à Accra. Mais elle est revenue, quand je suis revenue de vacances, elle était revenue, mais son mari était à Accra. Elle a dit, moi je ne peux pas rester à Accra parce que je suis une blanche mariée avec un noir, les blancs font la gueule, et les noirs aussi. Donc je reste là, France fera la navette. Et à un certain mois, elle venait à la maison très familièrement. Et elle m'a dit, je suis inquiète, je n'ai pas de nouvelles de France, je sais qu'il a dû se faire arracher une dent, peut-être qu'il va rappliquer. Et en effet, il est arrivé, et il avait une sale mine. Et un soir, très très peu de temps après son arrivée, il a dit qu'il viendrait, on viendra dîner chez vous. Alors très bien, il s'est ramené tout seul, avec son fils, et puis c'est là moi j'étais seule aussi. Il y avait des enfants, et j'ai été en premier, lui, qu'il a dit qu'il avait cette leucémie, il a sorti les analyses de sa poche, et il a dit, je lui ai dit, c'est pas vrai, il m'a dit, si, vous pensez bien que Zéra a fait les analyses plusieurs fois. Mais je vais me défendre, je dis, avec quoi? Il disait, avec le cortex, tu vois, vous croyez ça? Le GPRA, il l'a envoyé en Union soviétique, alors... en effet, ils sont venus la veille de leur départ, tous les trois, nous dire au revoir, toujours au dîner. On ne s'était pas des cérémonies, on rajoutait des assiettes. Hein. Et donc il est parti, et au retour, le lendemain, ils sont venus, et il avait grossi, il avait pris 4 kilos, et il nous a dit que sa formule était presque redevenue normale, mais que l'Union soviétique, il ne faudrait pas qu'on le dise quand même, mais que il n'y avait pas de porte, même aux chiottes, comme si on surveillait tout le monde. Hein. Mais enfin, il était reconnaissant aux soviétiques de l'avoir remonté. Hein. Seulement ça n'a pas duré. J'étais dans notre maison de Mutuelleville. Alors, on savait par les taillés justement que ça allait mal. Et puis, les Taïeb, c'était un matin de bonheur, et les Taïeb sont venus, et je ne sais plus si c'est... On était tous dans ce séjour où il avait tant marché pour me dicter les damnés, et où on avait passé tant de moments. Et puis, écoute, je sais plus si c'est à la radio, si on a eu un coup de téléphone, et on était morts. Voilà. On ne parle que de l'homme politique, moi je l'ai surtout connu comme psychiatre. C'était un type génial, hein. Et puis comme patron d'un service, pas comme les patrons parisiens, hein, qui regardent le menu fretin de haut. Hein. Là, c'était vraiment... Il était le patron, mais... C'est-à-dire, il était le patron, il fallait que le boulot soit fait. Hein. La femme de ménage, Rira, qui était la demi-sœur de Wassila Bourguiba. Elle adorait Fanon le matin arrivé, avec sa blouse bien repassée, avec toujours une petite épingle.
Parce qu'il faisait toujours un examen neurologique au départ, pour gratter la plante du pied, pour le réflexe Babinski. Et puis elle lui portait sa cape. Et bien, mais elle aussi, elle suivait la visite, elle aussi, elle apprenait des choses. Puis il était simple. Des fois, il faisait des conférences aux autres médecins de l'hôpital, parce que le centre neuropsychiatrique de jour, c'était un pavillon dans l'enseigne de l'hôpital Charles-de-Nicole. Alors il y avait des services de chirurgie, de dermato, de gastro, tout ce que tu veux. Alors de temps en temps, les patrons faisaient des conférences, et Fanon allait faire des conférences sur la psychiatrie. Et alors, ces fameuses conférences que j'ai données comme une imbécile, qui sont je ne sais où maintenant, les épilepsies temporales, les tumeurs frontales, puis certaines maladies mentales. Bon, c'est vrai, les malades mentaux, des fois, ils vous en sortent. Alors les autres médecins disaient, en venant, Fanon rigolait dans les allées de l'hôpital, il y avait ici Aïssa, je suis en et moi, ils disaient, les médecins, mes collègues, ils croient qu'on invente ces histoires. Ils ne savent pas que c'est les malades qui nous les racontent. C'était vrai. C'était vrai.